Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par de violents combats opposant le rebelle de l'AFC M23 au Wazalendo du groupe CMC qui ont été signalés depuis la matinée de ce dimanche 2 octobre dans le village de Mirangui. Nous sommes dans le groupement Mutanda, chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru. Selon des sources locales, ces affrontements en armes lourdes et légères qui a occasionné d'ailleurs la panique au sein de la population locale. Dans le matin, le Wazalendo a lancé une attaque contre la position des éléments de l'AFC M23 basée dans cette partie des chefferies de Bwito. Certains habitants ont fui dans la brousse et d'autres dans le village voisin pour se mettre à l'abri. Aucune activité se déroule dans cette partie de Rutshuru où les églises d'ailleurs n'ont pas fonctionné suite à cette situation d'insécurité. Pendant ce temps, une vive tension était aussi signalée dans les villages de Kiagala, dans la même chefferie. Par ailleurs, d'autres affrontements entre ces belligérants AFC M23 et Wazalendo ont été rapportés à Katekou. Nous sommes dans une agglomération du groupe Kizimba dans les territoires de Walikale. Ces belligérants s'affrontent depuis la matinée dès ce même dimanche, provoquant de mouvements de population en déplacement. Mais le bilan de ces affrontements n'est pas encore disponible. Pendant ce temps, chers téléspectateurs, en ce dimanche 2 novembre, un calme précaire régnant sur Buhaya, les collines escarpées dominant l'agglomération de Petit, être à une quinzaine de kilomètres de la cité stratégique de Pinga. Nous sommes dans le groupement Kizimba, dans le Walikale Nord Kivu. Ce calme est suivi d'une nuit d'affrontements intenses entre le rebelle de l'AFC M23 soutenu par leur pari étranger et le vaillant combattant Wazalendo, défenseur intrépide de la patrie. Selon des sources coutumières locales, les deux camps se rencontrèrent inopinément lors des patrouilles de combat menées dans la région. Aussitôt, un violent échange de tirs éclatant et se prolongeant toute la nuit. Des détonations d'armes lourdes et légères retentirent dans toute la zone, sémant la panique parmi les populations de villages environnants. Les femmes, les enfants, le vieillard cherchaient refuge dans des brousses et des vallées, fuyant la fureur des armes. Au petit matin, chaque camp regagna ses positions initiales. Le rebelle de l'AFC M23 replièrent sur un petit, tandis que les Wazalendo reprirent position à Mera, bien décidés à défendre chaque parcelle sur le territoire national. Jusqu'à présent, aucun bilan précis des affrontements ne filtre encore, mais des sources locales évoquèrent des pertes probables de part et d'autre. L'atmosphère demeura tendue et le silence des armes ne signifiait qu'un répit fragile avant de nouvelles hostilités. Peuple congolais, notre terre du Kivu continue de payer les prix du sang face à l'agression étrangère. Mais face à l'envahisseur, la résistance populaire ne fléchit pas. Les Wazalendo, fidèles à l'appel de la patrie, gardèrent leur front haut et aussi défendirent la dignité nationale avec courage et détermination. Que vive la République démocratique du Congo libre, unie et souveraine. Pendant ce temps, chers compatriotes, les rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue avancée du mouvement Twirwaneho M23 dans la région de Minembwe ne furent que pure fabrication de manipulations orchestrées pour semer la peur et la confusion au sein du peuple congolais. En vérité, les Twirwaneho M23 furent encerclés à Minembwe par les forces conjointes FARDC et de Burundi, nos vaillants soldats de la République et leurs alliés sur le terrain. Aucune progression, aucun gain de terrain, aucune victoire à l'air actif. Ces rebelles se retrouvent coincés, isolés et sous pression constante. La majorité d'entre eux se rendent incapables de supporter l'idée de combattre aux côtés des Red Tabara, ces miliciens sanguinaires qui avaient jadis massacré leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, oncles, ainsi de suite. Ce fut le début de leur effondrement moral et la fin de leur prétendue cohésion. Pendant ces temps, nos forces armées soutenues par le peuple restent fermes, disciplinées et déterminées, repoussant toute tentative d'incursion ennemie. Leur bravoure, leur endurance et leur foi en la patrie honorent la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la défense de la RDC. Mes compatriotes, permettez-moi une vérité dure mais nécessaire. La guerre n'est pas un match de football. Ce n'est pas un spectacle qu'on commente derrière un écran, ni une compétition où l'on compte de points comme un derby entre 20 clubs et aussi des 100p. Chaque mètre de terrain repris, chaque village libéré coûte du sang, des larmes et des vies humaines. Et pourtant, quand 5 villages furent libérés, certains acclamaient, chantaient, félicitaient nos forces armées de la RDC. Mais qu'un seul village, si ça tombe, le même voix s'élèvèrent pour insulter, critiquer, accuser, oubliant que derrière chaque position tenue, il y a des hommes, il y a des femmes de chair et de sang qui offrent leur vie pour que les drapeaux du Congo continuent de flotter librement. Cela fait 30 longues années que notre peuple endure l'horreur, la trahison, la souffrance
France, 30 années que des générations entières s'élèvent et tombent, non pour des intérêts, mais pour l'honneur d'une nation. Alors, avant de réagir comme des supporters, souvenons-nous de ceci. Sur le champ de bataille, il n'y a pas de joueurs. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que de martyrs de la nation qui écrivent par leur sacrifice la plus belle page de l'histoire de la RDC. Peuple congolais, restons unis, lucides et solidaires. La victoire ne se mesure pas à un poste ni à un tweet, mais au courage de ceux qui tombent pour que nous restions debout. Pendant ces temps, chers compatriotes, une semaine encore marquée par le bruit des armes et du courage. Le fils de la patrie s'est écoulé dans plusieurs localités du Nord Kivu où le rebelle de l'FC 123, appuyé par des forces étrangères bien connues, ont multiplié leur offensive contre les Wazalendo dans les territoires de Massissi et de Walikale. À Kalembe, nous sommes dans les groupements Bachali Mokoto, nous sommes dans les Massissi. Des combats éclatèrent dans la nuit du 1er au 2 novembre. 2 femmes innocentes y perdirent la vie, victimes collatérales de la folie meurtrière imposée par l'ennemi. Les Wazalendo, après avoir attaqué avec bravoure les positions rebelles, durent se replier avec 4 heures d'affrontements acharnés. Tirs retentirent toute la nuit, plongeant la population dans une peur mêlée de colère et de détermination. Pour rappel, le 31 octobre à Bouabou, dans la chefferie d'Ossobanyungu, les rebelles tentèrent d'étendre leur zone d'influence depuis Ndete, localité tombée la veille sous leur occupation. Mais c'était sans compter sur la vigilance et la détermination de Wazalendo qui, dans un élan patriotique, repoussèrent l'ennemi après de violents échanges de feu. Les calmes revint timidement, mais la tension demeurant palpable, chaque habitant guettant le moindre bruit annonciateur d'une nouvelle attaque. Pendant que les armes parlaient, la République démocratique du Congo agissait conformément aux accords de Washington. Poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et le refus de dénoncer une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire conformément à l'article 187 du Code judiciaire militaire, le lieutenant-colonel Chikilo Mukubi Roger, inspecteur divisionnaire à l'auditorat militaire supérieur de la Chopo, comparaît devant la chambre de la cour militaire de la Chopo où elle est présidée par le lieutenant-colonel magistrat Tomé Kamanga. À l'audience introductive de ce jeudi 30 octobre 2025, tenue dans la salle ordinaire, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kumbun Soma, soutient que le prévenu est coupable et devra être condamné sévèrement, conformément à la loi militaire. Qu'en sera-t-il, Monsieur le Président, pour mettre à l'aise mes contradicteurs qui ont peur du ministère public, même s'il faut appliquer l'article 244 du Code judiciaire militaire, nous allons nous incliner et nous allons démontrer le comportement dangereux du prévenu. Assisté du collectif de ses avocats conseils, les prévenus continuent à clamer son innocence. La séance de ce jour était prévue pour l'identification du prévenu et l'instruction au fond de l'affaire. C'est contradictoirement que l'affaire était renvoyée à la huitaine pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie de la défense, afin de savoir qui du ministère public et du prévenu gagnera ce procès. Wait and see. Un budget de 4 milliards de dollars. Durant 8 ans, 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars. Mais je vais vous dire, c'est un budget apparent. Parce que les 4 milliards n'étaient même pas réels. Mais en 2 ans, on amène ce budget de 4 milliards à 16 milliards d'un budget réel. Réel, pourquoi? Parce que là, on voit où va l'argent de l'État. Comme il y a un budget réel, on a mécanisé 600 000 enseignants de primaire et secondaire. Ça, vous n'avez pas vu. Comme il y a un budget réel, on a mécanisé plus de 52 000 fonctionnaires de l'État. Il y en a qui ont commencé leur carrière, qui l'a terminé tout en étant en nouvelle unité. Ça, vous n'avez pas vu, vous. Comme c'est un budget réel, on a construit 5 universités dans le pays. Parce que c'est un budget réel, on construit des routes. Parce que c'est un budget réel, on construit des écoles, on construit des centres de santé. On a construit des hôpitaux dans des camps, parce que c'est un budget réel. L'hôpital Seine de là-bas, qui était plein de punaises, a été refait totalement. Et l'hôpital Mamayemou est construit parce qu'il y a un budget réel. Et lorsqu'il y avait un faux budget, un budget apparent, on vous disait qu'on a 4 milliards de dollars. Mais moi, je peux vous dire, comme professeur d'université, moi j'ai passé 4 ans en train de passer comme professeur d'université sans salaire.
Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé dans ce pays, il a trouvé plus de 16 000 personnels scientifiques impayés. Il a payé tout le monde. Dans nos universités, là, les couloirs étaient pleins parce qu'il y a des jeunes assistants doués qui finissaient leurs études et qui attendaient 10 ans pour être engagés comme assistants. Il les engageait tous. Et le président Tshisekedi a trouvé une affaire de 400 professeurs d'université impayés depuis plusieurs années. Il les a payés tous. Voilà le budget réel. Parce que lorsque vous parlez de budget, vous parlez des efforts, je voudrais que Monseigneur amène aussi ces débats-là sur France 24. Bon, s'il était permis de discuter avec un cardinal sur un plateau de télévision, moi je nous prêterai. Mais je suis catholique, je ne touche pas au sacré. Mais lorsque lui il parle, il peut aussi amener ça. Il présente les données pour dire aux gens, voici le pays en faillite, ce qu'il a réalisé en 5 ans. Et vous, vous êtes journaliste, vous allez me citer un autre chef d'État qui a fait ça dans ce pays en 5 ans. Amenez-nous les données, parce que là, les infirmiers ont été mécanisés, les médecins qui fumaient ici partout ont été payés. Et il y a eu même 43 000 personnes de santé du coup mécanisées, ce qui était impossible. On a tant vanté le cadre macroéconomique ici. Mais le cadre macroéconomique, lorsqu'il est mis en place, juste parce que l'obsession c'est de stabiliser la monnaie et que ça ne bénéficie pas au social de la population, il sert à quoi? Terminons cette édition, chers compatriotes, en ce jour décisif pour notre nation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porte haut la voix du peuple congolais sur des scènes diplomatiques du monde. De l'Égypte au Qatar, le chef de l'État s'impose comme le défenseur intransigeant de la souveraineté nationale et l'artisan d'une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs. Depuis le Caire, nous sommes en Égypte où il s'est adressé à la diaspora congolaise. Le président Félix Tshisekedi a parlé sans détour avec le courage d'un patriote et la lucidité d'un chef d'État conscient des enjeux. Les intentions de Paul Kagame sont belliqueuses et hégémoniques. Son objectif est de scinder notre pays et d'occuper, voire d'annexer la partie Est, une terre immensement riche en ressources minérales et aussi agricoles, a-t-il déclaré devant une salle conquise par son franc-parler. Ces paroles fortes résonnent comme un appel à la vigilance nationale face à l'agression multiforme qu'est subie la RDC. Le président a rappelé que l'unité et la résistance du peuple congolais sont les seules armes capables de jouer le plan de ceux qui rêvent d'un Congo affaibli, morcelé et dominé. Les Congo n'est pas à vendre, il n'est pas à diviser également. Les dimanches, le président Félix est arrivé à Doha, au Qatar, accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, pour participer au 2e sommet mondial sur le développement social organisé du 4 au 6 novembre sous l'égide des Nations Unies. Accueilli avec les honneurs par les autorités qataries, le chef de l'État congolais rejoint plusieurs dirigeants du monde venus débattre des grands défis de notre temps. La lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités, la promotion de la justice sociale et du travail décent, la solidarité internationale et l'égalité des chances. La présence de la RDC à ce sommet traduit la volonté ferme du président Tshisekedi de replacer notre pays au centre des discussions mondiales et de montrer que le Congo n'est pas qu'une terre de souffrance, mais aussi un acteur majeur du changement social et économique mondial. En marge du sommet, une rencontre stratégique s'est tenue entre le ministre d'État qatari, Dr Mohamed bin Abdelaziz bin Saleh Al Koulaifi, et la ministre congolaise des Affaires étrangères, son Excellence Thérèse Kaikwamba Wagner. Le Qatar a réaffirmé son engagement total à soutenir les dialogues et la paix dans l'Est de la RDC, insistant sur l'importance du dialogue comme voie royale de résolution des conflits. Doha a également promis de renforcer la coopération bilatérale avec Kinshasa, notamment dans les domaines de la diplomatie, du développement et de la stabilité régionale. Le ministre qatari a salué la maturité politique du gouvernement congolais et son attachement à la paix, malgré l'agression qu'il subit. Alors, chers compatriotes, selon des sources diplomatiques confirmées, le président américain Donald Trump prévoit de réunir le 13 novembre à Washington les présidents Tshisekedi et Paul Kagame pour signer un accord de paix. Mais avant cette rencontre, un compromis est en cours de négociation à Doha entre le gouvernement congolais et le rebelle de l'F-123 sous médiation du Qatar et avec le soutien actif des États-Unis. Massad Boulos, conseiller du président Trump, a salué le progrès notable du processus de Doha, remerciant le Qatar pour son rôle constructif dans la médiation. Il a insisté sur la nécessité de
parvenir à un accord équilibré qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, tout en favorisant un retour durable de la paix à l'Est. Félix Tshisekedi, en digne fils du Congo, porte la voix d'un peuple meurtri mais debout. À travers ses interventions au Caire, à Doha et bientôt à Washington, il incarne la détermination d'une nation décidée à en finir avec la guerre et bâtir son avenir dans la dignité. Car rappelons-le, le Congo n'est pas un champ de bataille de puissances étrangères. Le Congo n'est pas une carte à jouer dans les stratégies régionales. Le Congo est un peuple. Le Congo est une histoire, une dignité et un héritage sacré que nul ne divisera. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, Saint Tiché Senga. Au revoir.